On se retrouve pour un sujet passionnant, celui du paradoxe du cloud. D'un côté, ça consomme beaucoup d'énergie, de l'autre côté, on dit que ça aide à la transition écologique. On va aborder le sujet tout de suite avec Théo Alves d'Acosta. Bonjour Théo, vous Bonjour. êtes patron de l'IA pour le développement durable au sein de Equimetrix. Alors, il y a des points négatifs et des choses à regarder de près, expliquez-nous. Merci beaucoup. Je m'appelle effectivement Théo, je travaille chez Equimetrix et très simplement, je développe des solutions de data pour aider les entreprises dans la transition écologique. Donc forcément, on s'intéresse à cette question d'intelligence artificielle, de cloud et de transition assez fortement. Ce qu'il faut comprendre avant de rentrer dans les applications positives, c'est qu'effectivement, il y a plein d'impacts négatifs qu'il faut considérer dès qu'on travaille sur une application intéressante du cloud. Il y a des impacts directs et il y a des impacts indirects. Les impacts directs, c'est la consommation énergétique des serveurs, du stockage, de la puissance de calcul qui il existe quand on va stocker des données, utiliser des supercalculateurs. Ça, pour donner des ordres d'idées, ça représente aujourd'hui, au sens large, le numérique, 4% des émissions de gaz à effet de serre, 10% de la consommation énergétique, et à l'intérieur de tout ça, les data centers, qui sont donc dans le cloud, ça représente 15% de consommation d'électricité, 3% sur la fabrication. Donc ça utilise aussi beaucoup de matériaux. Et derrière, il y a de l'infrastructure, il y a des câbles, etc. Donc ça, c'est la consommation directe, et c'est en forte augmentation. Et il y a aussi des consommations indirectes, qui sont dues au fait qu'on va créer des usages et des objets et des services qui sont plus ou moins superflus ou essentiels, et qui vont utiliser le cloud ou des technologies numériques pour pouvoir fonctionner. Et là, il y a des choses très simples, nos téléphones, mais ça peut aller maintenant jusqu'aux véhicules connectés, où on va mettre de plus en plus de capteurs. Et donc ça nécessite de fabriquer des objets, souvent matériels, sur lesquels on va devoir nécessiter d'aller les extraire avec des minéraux, etc., qui consomment aussi de l'énergie et vont émettre différentes pollutions, des gaz à effet de serre, des pollutions du sol, des eaux, etc. Donc il y a énormément d'impacts. Il y en a qu'on voit, il y en a qu'on voit moins, il y en a qu'on pense souvent, et il y en a qu'on pense moins. Oui, donc on est sur ce sujet de la matérialité qu'on a eu l'occasion d'évoquer. Donc en fait, on voit qu'il faut prendre ça de manière assez globale. Donc vous, l'IA, finalement, dans tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Donc l'IA, à nouveau, il y a plein de choses intéressantes, et on va en parler, je pense, tout de suite après. Et spécifiquement dessus, il faut s'intéresser aussi à quelles sont les grandes tendances, quelles sont les évolutions, notamment sur le cloud. Il y a notamment un grand courant majoritaire qui est apporté par les géants du numérique, qui est d'utiliser énormément de données, énormément de supercalculateurs et des algorithmes très puissants utilisant des technologies qu'on va qualifier de réseaux de neurones. Donc c'est là aussi que vient l'idée d'intelligence artificielle. Et concrètement, on va utiliser des milliards de points de données, on va les stocker, ça prend énormément de place, et ça peut, genre pour fabriquer ces algorithmes-là, durer pendant plusieurs mois, on va faire tourner des supercalculateurs pour pouvoir le faire. Ça consomme énormément d'énergie. Et c'est aujourd'hui, la recherche, elle avance sur le sujet-là. De l'autre côté, il y a des courants minoritaires qui sont en train d'augmenter au fur et à mesure, qui visent à utiliser une IA un peu plus frugale, c'est-à-dire essayer de faire la même chose, mais avec moins de données, ou qui pourrait tenir dans un petit capteur, qui ne serait pas forcément connecté au cloud, et qui pourrait tourner de lui-même sans avoir accès à un supercalculateur. Une espèce d'éco-IA, quoi, on va dire. Exactement. Mais en fait, il y a aussi tout ce qui concerne le machine learning, parce que quand on voit, moi je suis utilisateur, par exemple, je vais régulièrement sur le cloud via des applications pour faire des trades, pour faire des sous-titres sur des films et autres. Donc quelque part, tout ça, ça se démultiplie, parce qu'on voit que les usages, dès le moment où on se rend compte qu'il y a des trucs super qui existent, bah, il commence à y avoir de plus en plus d'utilisateurs. Donc ça joue un rôle négatif aussi. Absolument. Bon, en tout cas, ça joue un rôle très positif dans la connexion entre des personnes, parce qu'on arrive à traduire. Donc il y a plein d'applications positives. En tout cas, d'un point de vue énergétique, c'est sûr que cette démultiplication des usages, elle est importante. Et par exemple, le fait que ça permet de potentiellement avoir un nouveau téléphone avec plein de nouveaux gadgets à l'intérieur, c'est ça aussi qui va entraîner des impacts négatifs, parce qu'on vient répliquer ce matériel-là par ces nouveaux algorithmes qui créent des nouveaux besoins. Alors, on l'a vu, c'est le bilan. Il est négatif, il est aussi positif. Il y a du bon et du mauvais. Alors, comment on va faire pour y arriver, tout simplement? Pour arriver à combattre un petit peu ce paradoxe du cloud? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a trois éléments importants. Le premier, c'est de se poser les questions et d'être un peu sérieux pour se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces choses-là? Et par là, ça veut dire autant en tant qu'utilisateur, mais qu'en tant que concepteur de produits et de services. Pensez low-tech, pensez, est-ce qu'on a besoin d'avoir une brosse à dents connectée avec de l'intelligence artificielle connectée au cloud, ou une couette, un sac de couchage avec de l'intelligence artificielle? Donc déjà,
Il y a des choses absurdes comme ça qu'il faut essayer de limiter. Ensuite, il faut cesser de nuire au maximum. Donc, il faudrait essayer de réduire ses impacts. Et par là, il y a des choses très claires. On peut utiliser sur le cloud des serveurs différents qui sont plus proches de chez soi, une certaine relocalisation des flux de données. On peut utiliser de l'optimisation pour venir calculer au moment, par exemple, où le vent souffle, si je caricature un peu, pour profiter des énergies renouvelables. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut savoir mesurer. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est cesser de nuire, essayer de réduire son impact. Et ensuite, le troisième point, c'est d'essayer d'en faire quelque chose de bien, donc si possible. Et donc là, il y a plein d'applications possibles. Il y a des questions déjà de modélisation, de prévision. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les modèles climatiques, les modèles énergétiques, ils se basent sur des simulations numériques, du calcul fini, qui utilisent énormément de supercalculateurs. Donc en gros, l'avenir aussi de notre compréhension du monde dépend aussi de ça. Il y a des choses même presque réactives. Par exemple, des associations comme Pioneer vont utiliser de l'IA pour venir embarquer sur des tours de guet, venir alerter des pompiers en cas de départ de feu sur des feux de forêt pour qu'ils puissent réagir au bon moment. Ensuite, il y a des questions de mesure. Ça, c'est un point qui est absolument critique. C'est que pour savoir où aller dans cette crise énergétique et climatique, il faut avoir un chemin. Et ce chemin-là, il passe par de la donnée qu'on va venir mesurer, afficher, croiser pour savoir tout simplement quelle décision prendre. Sachant qu'il y a une espèce de flou artistique sur les données, parce que on est souvent en train de se dire, est-ce que j'ai la bonne donnée, est-ce que je les ai toutes, est-ce que j'en ai trop, est-ce que j'en ai pas assez. Donc ça, il y a un sujet également. Absolument. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible d'avoir toutes les données. C'est là aussi, il y a des applications intéressantes. Par exemple, sur des données d'émissions de CO2, aujourd'hui, on peut utiliser les imageries satellites pour venir détecter comment on dit, des fuites de méthane et des fuites de CO2. Et ça, c'est bien, par exemple, combler des trous de données qu'on pourrait difficilement avoir en allant planter des capteurs à plein d'endroits. Donc il y a plein d'applications comme ça, et après il y a des applications carrément sur l'optimisation qui viennent réduire et augmenter la résilience énergétique. Il y a même parfois de l'IA, par exemple, qui permet d'optimiser la consommation énergétique des data centers. C'est ce que Google fait avec ses IA. Alors, ce qui est hyper intéressant dans tout ça, on va terminer avec ces questions-là, c'est en fait l'IA, usage super intéressant, ça consomme quand même aussi. Le cloud, on passe dessus, ça consomme les données. Votre vision pour le futur, comment vous voyez les choses évoluer dans le bon sens ? Déjà, il y a une énorme prise de conscience générale à avoir sur le sujet. Et il y a une vraie question de se dire que c'est pas parce qu'on pense faire des applications positives que ça va être forcément positif. Et d'essayer de se re-questionner, de se dire bon, c'est pas grave, je vais pas forcément faire cette chose absolument géniale que je pense intéressante. Et après, est-ce que le monde va évoluer dans ce sens-là qui est celui que je souhaiterais ? Il y a deux mouvances, on va dire. Il y a quelque chose de très techno-solutionniste qui pourra apporter des questions intéressantes et ça va venir réparer des choses, mais ça ne va jamais apporter toute la solution. Et puis il y a quelque chose de plus pragmatique qui est plutôt ce que je défends, qui est de se dire bon, il y a des endroits où on n'en a pas besoin, il faut absolument ne pas le faire, ou en tout cas il faut essayer de réduire, et il y a des endroits dans lesquels c'est très intéressant. Finalement, si on fait un mix des deux, de dire la technologie, on va mieux l'orienter, et à côté, on va essayer d'être beaucoup plus pragmatique par rapport aux usages, finalement, je pense qu'on tiendra sans doute la bonne solution. En tout cas, on peut espérer. Merci beaucoup Théo, c'était passionnant. Beaucoup. Merci à vous et on se retrouve tout de suite pour une autre séquence autour de la cloud et du cloud responsable. À tout de suite.